Construit dans le cadre d'un programme immobilier sous-entend la mobilisation d'importantes ressources financières, mesdames et messieurs, et plus précisément, comment sont financés nos différents programmes immobiliers mieux? Est-ce que les promoteurs immobiliers sont accompagnés à la hauteur de leur espérance? Pour tout savoir et pour tout comprendre, bienvenue sur RTI 1, la chaîne qui rassemble pour Habitat à la une. Démarrer son projet immobilier nécessite d'importantes ressources financières. Nombre de promoteurs immobiliers se tournent ainsi vers les banques pour espérer en disposer. Mais qu'en est-il? Suivons notre reportage pour savoir ce qu'exigent nos banques et quel rôle devrait jouer l'État pour faciliter l'obtention de financement des différents projets immobiliers. Les immeubles d'habitation de grande hauteur construits par des particuliers vont au-delà de certains niveaux, très souvent sans ascenseur. Notre expert dans l'œil de l'architecte attirera notre attention sur cette situation qui, dans certains cas, ne facilite pas la vie des occupants. Pendant les fêtes de fin d'année, les visites de parents et d'amis ne manquent pas pour partager des repas. À ce sujet, Bienvenue chez moi nous donnera les conseils et astuces pour dresser sa table à manger pendant ces moments particuliers. Construits pour recueillir les eaux usées sur le long temps, les fosses septiques exigent le respect de certaines dispositions. Suivons les bons plans pour tout savoir sur les éléments à prendre en compte pour la réalisation d'une fosse septique. Construit dans le cadre d'un programme immobilier, mesdames et messieurs, emmène les promoteurs immobiliers retenus à se tourner vers les banques et institutions financières. Alors, notre reportage est allé à leur rencontre pour savoir ce qui leur est demandé et surtout la participation de l'État dans la recherche de ce financement. Regardons. Bon, pour financer les promoteurs immobiliers, les banques demandent trop de papiers. On demande trop de papiers, trop de conditions qui sont difficiles même pour les promoteurs immobiliers. On demande des avals, on demande un compte bien fourni pour commencer les travaux. Et ensuite, le taux d'intérêt que la banque prélève sur les immobiliers est un peu élevé. Les banques, généralement, demandent beaucoup de papiers. Il faut d'abord avoir les papiers du terrain, il faut avoir assez d'argent. Il faut ouvrir un compte aussi dans les banques. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord un fonds avant d'avoir une promotion, avoir un financement. Je pense que les banques ont juste besoin des titres fonciers. Et voilà, si je peux dire encore une certaine garantie ou encore être domicilié dans la banque, voilà, ce qui favoriserait plus l'octroi de crédit. Bon, vraiment, les conditions avancées par les banques pour financer les promotions immobilières, vraiment, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un crédit dans une banque, il faut que le terrain soit peut-être, il faut hypothéquer le terrain. Le terrain doit avoir un ACD. Le terrain doit avoir un ACD et puis vraiment, ce n'est pas facile pour les banques, les promoteurs d'acquérir un crédit vis-à-vis des banques en Côte d'Ivoire. Bon, c'est difficile pour les promoteurs immobiliers de respecter leurs engagements vis-à-vis des banques parce que d'abord, la promotion immobilière absorbe beaucoup d'argent. Et puis, pour réaliser une maison, ce n'est pas une mince affaire. Donc, il faut une fois que la maison est réalisée, il faut avoir des acquéreurs. Et les acquéreurs aussi n'ont pas toujours la liquidité qu'il faut, comme c'est des échéanciers. Hein, les échéanciers qu'ils proposent aux promoteurs immobiliers. Donc, souvent, ça force un peu ça force un peu les calculs. Hein, des sociétés immobilières vis-à-vis des banques. Donc les sociétés immobilières n'arrivent pas vraiment à rentrer dans leurs fonds dans l'immédiat. Ce qui fait que les banques aussi, avec tous ces petits problèmes, depuis aussi le taux élevé d'intérêt sur les prêts. Donc ça ralentit un peu l'accès même au crédit. Quelquefois, ils ne respectent pas parce que pour le recouvrement, ça pose problème quelquefois. Les propriétaires immobiliers ne respectent pas les engagements parce que lorsqu'ils prennent des crédits, ils n'arrivent pas à payer normalement. Et c'est ce qui crée des problèmes au niveau de la banque. Je pense que certains immobiliers respectent les engagements, d'autres par contre ne respectent pas les engagements. Et voilà.
Donc ça dépend aussi du souscripteur et de l'immobilier. Parce que peut-être le souscripteur ne paye pas à bon escient. Et là, quand c'est comme ça, ça devient un peu compliqué. Et voilà. Le plus souvent aussi, nous assistons à certains aspects du côté de l'immobilier qui n'est pas aussi trop convaincant. Voilà. L'État déjà avait essayé à créer une structure avec le ministère chargé des PME pour accompagner les PME dans certains projets. L'État peut créer une banque de l'habitat pour accompagner les PME à réaliser des maisons pour la population. Parce que l'État est financièrement prêt. Pour faciliter, il faut que l'État d'abord réduise les taxes, parce qu'il y a beaucoup de taxes au niveau il y a beaucoup de taxes, les impôts et tout ça. Donc, si on réduit ça, peut-être que les promoteurs vont construire à moindre coût et puis permettre aux citoyens lambda d'avoir une maison moins chère. L'État est le pilier du développement des citoyens. Voilà. Si l'État peut en un temps assouplir par exemple les conditions d'octroiement de crédit pour les logements, je pense que ce serait la bienvenue. Et même pourquoi pas créer même une banque spéciale pour l'habitat. Dans sa stratégie de modernisation en quantité et en qualité de l'habitat au lendemain des indépendances, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets de construction de logements. Pour ce faire, l'État s'est appuyé sur les banques pour faciliter le financement des programmes immobiliers. Un financement immobilier, c'est une mise à disposition de fonds sous forme de crédit ou prêt destinés à financer une acquisition ou une opération de construction immobilière. Les types de financement qu'on peut avoir, je crois qu'on peut les regrouper en 3 grands types. Le premier type, c'est le financement acquéreur, qui est destiné à l'acquisition d'un bien. Il y a le financement promoteur, qui est destiné aux opérateurs de construction immobilière. Et puis, il y a un type de financement qui n'est pas très bien connu, qui est le financement BOT. BOT, c'est un terme emprunté à l'anglais qui se dit Build, Operate and Transfer, qui consiste pour la plupart du temps à mettre en valeur un patrimoine foncier qu'on exploite à profit avant de rétrocéder l'ensemble aux propriétaires. L'appui de ces banques a donc permis la construction de plusieurs logements, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais au lendemain de la crise des années 90, marquée par le retrait progressif de l'État du système de production, mais surtout par la faillite des principales banques de financement de l'habitat, la politique du logement a pris du plomb dans l'aile. À partir de cet instant, financer des projets immobiliers par les banques ne s'obtient plus facilement comme nous le révèle notre interlocuteur. Je crois qu'il n'est pas trop juste de dire que les banques n'accompagnent pas. Les banques accompagnent effectivement les promoteurs immobiliers. Seulement, il y a une crise de confiance qui s'est installée ces derniers temps due au fait que certains promoteurs n'arrivent pas à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs différentes banques. C'est cette situation qui est la vraie raison pour laquelle les conditions de crédit étant devenues difficiles, on a tendance à croire que les banques n'accompagnent pas. Dans la recherche de financement, je crois que les difficultés se résument en 3 points. Nous avons le capital confiance qui est installé entre les bailleurs et promoteurs, qui est la première barrière à franchir. En second point, nous avons la garantie qui est exigée par les bailleurs qui sont hors de portée des différents demandeurs de financement. Et puis le troisième point, je crois qu'on peut parler de l'apport personnel qui est toujours une difficulté pour les demandeurs de financement. Les problèmes que nous rencontrons sont nombreux. Je prends pêle-mêle 3 exemples, c'est-à-dire l'obtention de la garantie du financement. Parce que le financier, il est amené à se rassurer que son argent qu'il investit, qu'il puisse en retour avoir le retour de son financement. Il y a cela. Et puis, je dirais aussi, il y a les apports des acquéreurs qui, par le passé, se sont fait gruger par plusieurs structures qui n'ont pas répondu à leur entente. Aujourd'hui, pour avoir un apport concernant le financement, vraiment, c'est un problème. Parce que les acquéreurs n'ont plus confiance aux promoteurs. Le troisième point, c'est que le financier demande souvent que les promoteurs aient un terrain à leur nom. Un terrain qui porte un ACD, mais qui est au nom de leur entreprise. Ou avoir un terrain où il y a une hypothèque dessus. Et pour obtenir l'hypothèque auprès d'une banque, ce n'est pas facile.
En effet, selon les chiffres issus du séminaire sur le financement de l'habitat de juillet 2005, le taux de participation des banques privées, particulièrement les plus importantes, demeure très insuffisant, avoisinant les 4,7%. Situation qui traduit toutes les difficultés que rencontrent les promoteurs immobiliers dans l'exécution de leurs projets. Au regard de la situation marquée par un manque criard de logements, estimé à plus de 500 000 par an, le financement des banques devrait pour plusieurs promoteurs, notamment ceux inscrits au programme immobilier présidentiel, être facile d'accès. Mais force est de constater que cela n'est pas le cas et malgré les réformes entreprises par l'État pour assainir et booster les investissements dans le secteur de l'immobilier, beaucoup reste encore à faire, d'où l'appel au gouvernement. Dans le cadre d'un financement immobilier, l'État se doit de jouer le rôle, dans un premier temps d'arbitre, pour veiller au respect des normes institutionnelles et garantir la mise en application des nouvelles réformes qui visent à faciliter les différentes procédures. Dans un second temps, je crois que l'État doit aussi jouer le rôle de caution institutionnelle pour faciliter les autorisations, les certifications et tout ce qu'il y a comme procédure administrative. Et dans un troisième temps, l'État doit jouer le rôle de facilitateur sur le plan fiscal pour alléger les taxes. Quant aux banques, elles se doivent de faciliter les conditions d'accès aux prêts en revoyant les garanties exigées, parce que très souvent les garanties sont hors de portée des demandeurs de financement, et puis en révisant surtout à la baisse les taux d'emprunt. L'État doit jouer un rôle régalien dans ce secteur. L'État doit permettre aux banques d'avoir la possibilité d'apporter la garantie aux promoteurs. S'il n'y a pas d'accompagnement, l'investissement dont on parle ou bien le développement dont on parle dans ce secteur-là voit l'échec. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que par an, la Côte d'Ivoire a besoin de 400 000 logements. Mais si l'État ne nous accompagne pas, si l'État ne crée pas de conditions permettant à des banques de nous accompagner, ça va être compliqué. Ensemble, qu'on apporte vraiment les solutions fiables dans ce secteur. Car c'est un secteur de développement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit construire un pays, c'est quoi? C'est par les promoteurs. L'État seul ne peut pas suffire. Donc il faudrait que l'État nous accompagne efficacement pour que nous aidons l'État à développer, à construire le pays. Pour faciliter le financement des programmes immobiliers, je crois que les promoteurs se doivent de reconstruire la confiance entre bailleurs et promoteurs, en se conformant surtout aux conditions instaurées par les bailleurs et surtout en s'obligeant au respect des engagements en termes de remboursement d'emprunt. Je veux profiter de cette plateforme pour saluer le gouvernement à travers les nouvelles réformes institutionnelles que nous saluons de passage. Et chapeau à ces banques qui, malgré toutes les difficultés énumérées, tendent la pêche à quelques promoteurs. Il faut dire aussi bravo à tous ces promoteurs qui, par audace, ont su tirer leur épingle du jeu à réaliser des opérations en donnant espoir à ces nombreux demandeurs qui sont en attente. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. De nos jours, dans la cité, il n'est pas rare de constater des immeubles d'habitation de 4 niveaux ou même plus. Oula, on imagine bien les efforts, jour et nuit, et surtout le calvaire de nos populations. Mesdames, Messieurs, dans l'œil de l'architecte, notre expert s'est penché sur la question et interpelle les maîtres d'ouvrage sur les conditions optimales de sécurité et de confort. L'œil de l'architecte. Qu'est-ce qu'un ascenseur et quel est son rôle? En matière de construction, il faut distinguer deux types. Vous avez les constructions horizontales et les constructions verticales. L'ascenseur, c'est un appareil, un équipement qui permet de se déplacer dans une construction verticale. Il permet de transporter les personnes et les biens de façon verticale dans un bâtiment. Donc, il faut dire que l'ascenseur ne date pas d'aujourd'hui. Le premier ascenseur a été mis en œuvre aux États-Unis dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est un appareil qui a révolutionné le monde de la construction, l'occupation de l'espace. Quels sont les risques auxquels s'exposent les populations vivant dans les immeubles de grande hauteur sans ascenseur? De par sa physiologie, l'homme est fait pour marcher de façon horizontale. C'est-à-dire qu'on marche sur le sol de façon horizontale. Donc, quand on oblige l'homme à monter, on lui demande beaucoup d'efforts. Quand un bâtiment n'a pas d'ascenseur, ça accroît la pénibilité de l'usager qui doit franchir
un certain nombre d'étages. En plus, lorsqu'il doit transporter ses objets, parce qu'il vit là, il fait ses courses, il doit transporter ses objets, donc tout le temps, il faut qu'il monte avec ses objets, il franchit les escaliers. Et donc, on peut constater des maladies liées aux muscles, parce que le fait de monter 4, 5, 6, 7, 8 niveaux ou plus parfois, donc il y a des maladies qui sont liées aux muscles, il y a des maladies qui sont liées aux articulations. Et puis, le physique de l'homme même peut se retrouver déformé. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'homme est fait pour marcher de façon horizontale. Là, quand on l'oblige à monter de façon verticale, il y a des déformations puisqu'il doit transporter aussi des objets lourds parfois. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage qui construisent des immeubles de grande hauteur sans ascenseur? En Côte d'Ivoire, lorsque vous dépassez 4 niveaux, il faut un ascenseur. En principe, quand il y a un ascenseur dans un immeuble, ça réduit la pénibilité des usagers. Donc pour vous déplacer, c'est plus aisé d'utiliser un ascenseur parce que rapidement, en quelques secondes, vous pouvez atteindre le niveau où vous partez. Si vous n'avez pas d'ascenseur, votre immeuble n'est pas valorisé sur le plan commercial. Parce que quelqu'un qui fait un immeuble de 7 étages, 8 étages, où il y a un ascenseur, et un autre de même niveau, il n'y a pas d'ascenseur, il va sans dire que celui qui a un ascenseur, bon, il va tout de suite trouver les clients et ce sera valorisé sur le plan commercial. Ensuite, l'ascenseur pratique, il permet de résoudre rapidement des urgences par rapport à un escalier. Si vous devez franchir 8 niveaux en prenant l'escalier, et celui qui va le faire avec un ascenseur, il résout son problème, surtout en cas d'urgence. Vous avez aussi le fait que l'ascenseur, il permet vraiment de ne plus faire d'efforts. Donc il préserve la santé. On est moins essoufflé quand on arrive chez soi. On peut transporter toutes sortes d'objets quand on a fait ses courses, quand on utilise un ascenseur. Ce qu'il faut faire quand vous avez un projet de réaliser un immeuble avec un certain nombre de niveaux, il faut approcher les spécialistes, disons, pour approcher un architecte avec qui vous allez définir, vous allez concevoir votre projet. Il va vous aider à positionner l'ascenseur, parce qu'il faut le positionner en tenant compte des règles d'accessibilité rapide pour tous ceux qui sont sur le même palier et surtout des règles de sécurité. Les difficultés et les attentes des promoteurs immobiliers face au financement difficile de leur programme immobilier. C'était dans notre reportage en début d'émission, mesdames, messieurs, et dans l'œil de l'architecte, notre expert a attiré l'attention des promoteurs immobiliers sur les dangers auxquels ils exposent les occupants de leurs différents immeubles. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de Habitat la Une. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous passez un bon petit moment et surtout vous appréciez ce bel endroit paisible dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Et nous allons maintenant parler de décoration. C'est un moment tant attendu pour certains téléspectateurs qui aiment bien cette rubrique. Bienvenue chez moi, c'est maintenant. Bienvenue chez moi, Cathy Marcos, dans mon univers de création et de décoration. La table à manger, en général et à mon sens, est un meuble sur lequel on prend ses repas. Donc son rôle, c'est d'apporter justement un moment de convivialité, de partage avec la famille et les amis. La table à manger occupe une place propre à soi, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, la décoration de la table est un élément essentiel pour enjoliver ce moment de plaisir que l'on partage autour d'un repas simple ou festif. Parce que c'est une manière de recevoir au mieux et de faire plaisir à sa famille ou ses amis. Pour ces fêtes de fin d'année, je vous propose 2 services de table à thème africain différents. Leur particularité est de pouvoir accessoiriser avec des décors de fête, comme des bougies, des centres de table, des nappes de table, des sets de table. Il y aura une table de salle à manger avec ces 2 services de table peints. Il y aura également une table basse dressée pour l'apéritif avec un choix de raviers et d'ustensiles de cuisine différents, décorés à base de pois baoulés et de kori. Vous aurez également
un service à thé très original, fabriqué à base de noix de coco, pour apporter une touche d'originalité que vous n'avez pas à votre quotidien. Vous trouverez sur cette table basse en bois différents ustensiles de cuisine spécialement prévus pour l'apéritif, tels que des plats composés, des formes escargot, des formes canard pour rappeler les fêtes de fin d'année, des coffrets de dessous de verre, de la calebasse, le seau à glace en noix de coco, objet décoratif et utilitaire à la fois, fabrication locale également, et surtout un objet très original, fabriqué dans nos ateliers, le sabot à champagne. Vous avez également ici un espace cocooning où l'on pourra vous servir un thé original dans des tasses en noix de coco. Service à thé pour vos tea time. Je vous présente donc un service à thème hibiscus, fait main bien évidemment, un plateau à fromage, des saladiers, des raviers, un service de table. Et vous avez également celui-ci qui représente une scène de village. Vous avez également les assiettes de présentation, les assiettes dans lesquelles on mange, comme la daba qui peut servir de plateau à fruits. Le seau à glace également, qui est peint et assorti à ce service. Je vous ai présenté 3 mises en scène différentes, l'espace apéritif, l'espace repas et l'espace salon de thé que vous pouvez représenter chez vous pour ces fêtes de fin d'année. Construits pour recevoir toutes les eaux usées de nos différentes maisons, les fosses septiques exigent des dispositions particulières et donc c'est l'heure des bons plans. Qu'est-ce qu'une fosse septique? Une fosse septique est un bac fait généralement en béton armé ou en plastique qui a pour objectif de collecter les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux qui proviennent des sanitaires. Mais il est désormais conseillé de faire des fosses toutes eaux. Les fosses toutes eaux sont des fosses septiques aussi, mais qui en plus des eaux vannes collectent des eaux ménagères. On constate qu'il y a des endroits qui n'ont pas accès aux fosses septiques. Pas forcément parce que ce n'est pas possible, mais parce que ces endroits-là sont directement connectés aux égouts. Et donc pas besoin de faire des fosses septiques. Quelles sont les dimensions recommandées pour une fosse septique? Pour une fosse septique, il est recommandé d'avoir une dimension de minimum 3 mètres cubes. C'est équivaut à 3000 litres. Et les 3 mètres cubes sont recommandés pour les bâtiments de 4 à 5 pièces. Aussi, chaque fois qu'une pièce s'ajoute, on ajoute 1 mètre cube à la fosse septique. Où est-il recommandé d'installer une fosse septique? Une fosse septique est généralement installée dans des endroits inaccessibles aux véhicules, c'est-à-dire au passage, au stationnement, et suffisamment loin des points d'eau, des puits, des sources d'eau exploitables, des aliments et tout ça. Minimum 30 mètres. Aussi à 3 mètres des limites de l'habitation, pour éviter les contaminations et autres lorsque les bactéries s'évaporent. Quelle différence y a-t-il entre fosse septique et puits perdu? Les puits n'ont pas besoin de protection interne, c'est-à-dire de béton ou de murs à monter. Tandis que les fosses septiques ont besoin d'une protection. On les met souvent dans du béton ou bien dans du plastique, justement pour contenir les eaux usées et puis les déchets qui s'y trouvent. Donc déjà, quand on constate qu'il y a des gens qui ouvrent leurs fosses septiques ou qui les connectent à des puits, c'est assez dangereux parce que le but déjà, c'est de faire en sorte que les déchets ne s'évaporent pas. Donc c'est vraiment dangereux de faire ça. L'entretien d'une fosse septique se fait assez simplement. En moyenne, tous les 4 ans, il suffit juste d'appeler une entreprise assez spécialisée qui viendra pour déboucher les fosses septiques. Parce qu'on suppose que jusqu'à 4 ans, la boue atteint au minimum 50% de la fosse septique, du volume de la fosse septique. Donc il faut que tout ça soit dégagé.
Apprécions cette belle soirée qui s'offre à nous, mesdames et messieurs, et nous allons ensemble vous dire merci d'avoir été avec nous dans ce numéro de Habitat à la Une. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de cette fidélité et de cette considération hautement distinguée. Nous allons nous retrouver très prochainement pour encore aborder un autre sujet qui concerne l'habitat, la construction, le logement chez nous en Côte d'Ivoire. Tous ensemble pour un habitat meilleur, ne l'oubliez jamais. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/